Le GIGN, cette unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et déployée sur de nombreuses opérations périlleuses, fête aujourd'hui ses 50 ans. Avec Christian Proutot, son fondateur, découvrez ou redécouvrez les plus grandes interventions du GIGN. Bonjour Christian Proutot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes donc le créateur du GIGN, ce groupement d'intervention de la gendarmerie nationale qui a été opérationnel, comme vous me le disiez tout à l'heure, en 1974, mais créé en 1973. Comment est venue l'idée de créer cette unité ? Pourquoi est-ce que, d'un coup, on s'est dit que c'était important d'avoir un groupe qui, maintenant, est énorme ? Alors, en fait, il faut se dire qu'à l'époque, l'approche tactique militaire était l'approche qui prévalait au niveau de l'intervention, ce qu'on appelle l'intervention. À l'époque, on voyait ça plutôt sous l'idée commando, un peu issue de la Seconde Guerre mondiale. Et la gendarmerie a subi deux gros échecs, une sur une prise d'otage familiale, où le père avait dit qu'il tuerait ses enfants, et en 69, à Cestas, par une mauvaise analyse, tout le monde a dit « il ne tuera pas ses enfants ». Donc, malheureusement, au moment de ce qu'on appelait à l'époque l'assaut, bien évidemment, le père a mis malheureusement en application sa menace et a tué ses enfants et s'est suicidé, qui a été un vrai drame. La presse a largement commenté, mais pour tout le monde, pas simplement parce qu'on en parlait. Ensuite, il y a eu en 71 l'affaire Cestas, l'affaire Buffet-Bontemps, qui se passait à Clairvaux, dans une prison, où deux prisonniers ont pris en otage une femme, qui était une assistante sociale, et un gardien de prison. Et là aussi, mauvaise analyse, mauvaise préparation, mauvais entraînement. Quand je dis mauvaise, les gens pas préparés du tout à ça. On s'est dit, on va y aller, ils ne vont pas égorger une femme, parce qu'ils avaient une espèce de couteau bricolé. Et malheureusement, l'irréparable s'est produit au moment de l'intervention. Et surtout, alors déjà, la gendarmerie a été impactée 2 fois. Le vivant, pas très bien. En particulier, pour moi, qui étais jeune officier de gendarmerie en école. J'étais à ce moment-là à l'école de Melun, en 71 en particulier, au niveau pendant l'affaire de Clairvaux. Et ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques de Munich, en septembre 72, où là, la prise d'otage du commando palestinien, qui était un commando qui s'appelait Septembre Noir, issu du FPLP, avait prévu de faire un gros coup médiatique en faisant parler de lui, et ensuite de s'enfuir. Mais Mme Goldamer a imposé aux Allemands une intervention, un assaut. Oui, parce que pour rappeler, donc ce Septembre Noir avait pris en otage des athlètes israéliens, c'est ça ? Tout à fait, pendant les Jeux Olympiques. Ouais, les Jeux Olympiques. Dans le village olympique, mal gardé, parce que, bien sûr, il y avait beaucoup contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y avait beaucoup de problèmes. Déjà à l'époque, détournement d'avions, mais ça existait déjà dans les années 70. Ah oui, en 70, on était à 80 détournements d'avions par an. Ah oui, quand même. Ouais, donc, ça donne une idée, parce qu'il n'y avait pas les mesures de contrôle d'accès qu'il y a actuellement. C'est surtout pour ça. Mais surtout, ça marquait les esprits, et pour ces groupes, qu'on les qualifie comme on veut, terroristes ou autres, le but d'abord, c'était de faire parler d'eux. Ce terrorisme était violent, mais il était plus orienté vers la communication, faire parler d'eux. Oui, ça c'était nouveau en fait. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la prise d'otage ouverte. On voit où sont les otages. Donc vous avez une suspension du temps pendant la prise d'otage, contrairement à ce qui se passe à Gaza, où les otages, on ne sait pas où ils sont, et que donc la menace, elle est réelle, avec surtout ce qui ne se passe pas dans la prise d'otage ouverte, ne connaissant pas l'endroit et les conditions d'enfermement, des possibilités opérationnelles de libération très difficiles. Et Munich, ça a été le comble, parce que ça a commencé à être filmé, on a vu un petit peu ce qui s'était passé, on a eu des informations, et moi j'étais instructeur commando, j'étais un jeune lieutenant, mais j'étais déjà, comme je vous l'ai dit, impacté par les 2 affaires précédentes qui avaient troublé la gendarmerie, chargé de la formation de garçons qui devaient intervenir dans des opérations difficiles, pas simplement le terrorisme. Comme on l'évoquait, le maintien de l'ordre était difficile, mais également, il y avait des drames familiaux. Il fallait
préparer des hommes. Mais moi, dans les schémas tactiques qu'on me présentait, rien ne semblait correspondre à ce que je voulais, moi, qui me semblait spécifique, qui devait être différent de ce que l'on faisait faire, hein, puisqu'on a été qu'à travers ce que l'on connaissait, sur des choses qui étaient la résistance, la réduction de la résistance isolée, en gros, un assaut militaire, sans l'approche qui est manifestement la plus difficile, d'avoir cette espèce d'obstacle, d'écran, que mettent les gens qui font l'événement entre vous et eux. Or, dans le cadre de Munich, ils avaient obtenu de pouvoir partir, ce qui se faisait régulièrement à l'époque. Donc, on avait donné à ces 8 preneurs d'otages, on leur avait vendu l'idée qu'ils pourraient avoir un avion qui devait les conduire dans un pays qui acceptait de les recevoir, qui était en l'occurrence la Libye. Et on avait prévu, les Allemands avaient prévu une opération avec des gens pas entraînés, une sélection de tireurs d'élite, parce qu'il fallait les appeler comme ça, mais qui étaient des gens qui faisaient du tir un peu, de la chasse, et qui étaient pas dans les conditions, pas avec des otages aussi, de haute qualification de tireurs. À titre indicatif, actuellement, le niveau du tireur d'élite, c'est la tasse à café d'Expresso à 200 mètres. Hein. Donc, c'est pas du tout... c'est vraiment un autre métier. Les armes ont changé aussi, peut-être aussi. Non. C'est vraiment l'entraînement. La balistique, c'est toujours un tuyau avec une munition dedans. Hein. On est toujours un peu au niveau de la sarbacane, et avec une lunette dessus. Mais la lunette ne résout pas le problème de l'aérologie, de la balistique. Bon. Et surtout... des gens motivés, parce qu'ils avaient prévu à l'intérieur de l'avion qui était censé les faire partir, tout un faux équipage avec 2 faux pilotes, ils étaient 6 ou 8, je crois, qui se sont dit on n'est pas entraînés et tout, et qui au dernier moment sont partis, ont quitté l'avion. Ce qui fait que lorsque le chef du commando, avec 2 de ses hommes, est allé dans l'avion, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne et qu'il était sur un piège. Donc il est revenu. À ce moment-là, il a été décidé que les 5 tireurs d'élite qui avaient été mis en place interviennent contre 8 personnes. Mauvaise répartition des objectifs. Après le premier tir, il en reste encore 5 vivants, parce qu'ils ont tiré 2 fois sur le même. Enfin, oui. je vous passe les détails. Et cette incompétence, cette incurie, nous a tous interpellés, tous, dans le monde entier. Hein. Le départ des unités de type GIGN, la réflexion pour résoudre ce type d'opération, elle est issue malheureusement d'un drame, qui est le drame de Munich, puisque, on le sait, le chef du commando, quand il a vu, parce qu'après ils ont envoyé l'armée, avec des véhicules de transport de troupes blindés, ça a duré presque 1 heure. Oui, il y a ça aussi, gain de temps. Oui, et au bout du compte, se rendant compte qu'ils avaient plus la possibilité de partir et surtout d'inverser le poids que pouvaient représenter les otages dans le cadre d'une nouvelle négociation, il a jeté, le chef du commando, une grenade à l'intérieur de l'hélicoptère qui a mis le feu à l'hélicoptère et malheureusement les 9 otages sont morts. Alors vous imaginez bien que quand vous êtes chargé d'une formation spécifique, vous voyez ce qui s'est passé, vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, il faut comprendre, tirer des enseignements et faire quelque chose de plus efficace. Mais qui vous a appelé, qui vous a dit ce sera vous qui serez en charge de cette unité et quels moyens on vous a donné à ce moment-là? Alors la réflexion au niveau de la gendarmerie, elle s'est passée en particulier à 2 niveaux, au niveau d'une unité qui était parachutiste, qui était à Mont-de-Marsan, au niveau du 9-11, mais également au niveau de la première région militaire, où moi j'étais en tant qu'officier, et où j'étais instructeur dans le centre de formation spécifique. Et on a demandé à l'officier, le général qui commandait la région, a demandé en juillet à l'officier qui commandait, qui s'appelait le capitaine Beau, qui était un officier brillant, non pas parce qu'il m'a choisi, mais parce qu'il avait accepté le mode d'entraînement que je proposais à l'époque, puisque j'avais fait un entraînement complètement différent de ce qui était prévu dans le cadre de l'enseignement dans ce centre.
Et il l'avait accepté, il avait même trouvé ça remarquable, à tel point que lorsque le général Ayrault, qui commandait la première région militaire, lui a dit « on va former une équipe expérimentale et à partir de cette équipe, on essaiera de faire une équipe nationale », il lui a dit « trouvez, vous qui voyez passer les officiers qui encadrent les stages de formation, donnez-moi un nom ». Il dit « j'en vois un seul ». Je dis pas ça par rapport à un problème d'ego que je pourrais avoir. C'est lui, je le cite, c'est lui qui l'a écrit d'ailleurs. Il a dit, j'en vois qu'un seul, c'est Proutot. Donc j'ai été convoqué par le général le 24 août 1973 et il m'a dit, voilà, vous avez 3 jours pour me faire une proposition, faire un appel d'offres et après, vous formerez une unité spéciale qui s'appellera d'abord l'équipe commando régionale d'intervention et ensuite le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et à ce moment-là, vous avez quoi à votre disposition pour recruter des jeunes prêts à s'engager dans une unité où pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'elle va devenir? Et quels moyens vous aviez aussi physiquement pour vos entraînements? Où est-ce que vous étiez basé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ordre de mission, il a été simple. J'étais au garde à vous devant le général qui a eu la gentillesse de dire repos. Puis il me dit, bon ben voilà, on m'a dit que vous étiez l'homme qu'il fallait pour cette mission. Donc vous avez 3 jours pour me présenter un rapport sur la manière dont vous voulez concevoir cette opération, cette mission. Il faut dire que j'avais fait, au bout d'un an après la sortie d'école, on avait un rapport à l'époque à faire sur la manière dont on voyait notre métier en tant que gendarme, jeune officier de gendarmerie. Moi, je n'avais pas choisi ce que j'aurais dû choisir, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. J'ai choisi le problème de la prise d'otage du fait que j'étais en charge comme instructeur au centre commando. Et ce petit rapport faisait référence à Munich en disant à Clairvaux et à Cestas et qu'on n'était pas du tout prêts pour des raisons qui étaient simples. C'est qu'on appliquait des schémas tactiques qui n'avaient rien à voir avec la problématique à laquelle on se trouvait confronté avec plusieurs choses. Un, les gens doivent être volontaires pour faire ce genre de métier. Quand vous engagez votre vie, mais que vous l'engagez délibérément, il ne faut pas se retrouver. Sinon, ça ne peut pas marcher. 2, il faut le faire avec des moyens, mais les moyens en eux-mêmes ne sont pas autres que la manière dont on les utilise. Donc, une formation spécifique pour ces volontaires de haut niveau en matière de tir, en matière de sport de combat, en matière d'approche tactique, puisque l'opération peut se passer dans un bâtiment très élevé et tout, ce qui fait que vous ne voyez plus, donc on a inventé la descente en rappel, vous ne voyez plus maintenant un film d'action sans qu'il y ait un type au bout d'une corde. C'est votre serviteur qui a inventé ça. Et donc, le groupement se crée. Vous êtes combien? Alors, au début, on est 17, 3 équipes d'intervention, de 5, plus moi et mon adjoint. Donc, 3 x 5, 15 et 2, 17. Nous étions 17 et on nous avait donné l'ordre d'être opérationnel le 1er mars, ce qui était, vous en conviendrez, une vraie gageure. Parce que pour revenir un tout petit peu sur la question que vous me posiez, qu'est-ce qu'on vous a donné? Ben rien. Oui. En dehors de la feuille de papier et du stylo qui m'a servi à dire ce qu'il faudrait, au départ, nous n'avions rien. Donc on a, dans un premier temps, le 3 novembre, j'ai réuni ces fameux 17. Je leur ai expliqué ce que j'attendais d'eux, comment je voyais la chose. Je voulais que ça se fasse avec une certaine éthique. Je leur ai dit que je voulais qu'il y ait une notion qui soit essentielle au groupe, parce que qui est une notion de respect de la vie, parce qu'on ne devait pas être l'exécuteur des hautes œuvres en disant c'est des méchants, faut les oui, ce serait éliminer. presque plus simple parfois. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais dans mon esprit, dans ma formation, dans ce que j'avais appris auprès de mon père, qui était lui-même officier de gendarmerie, et par rapport à l'idée que j'avais de mon métier, je voulais qu'on le fasse avec des choses qui ne soient pas contestables à un moment ou à un autre, parce qu'on le sait très bien, après, quand ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est très difficile de continuer. Et en plus, c'était encore à l'époque où la presse ne s'en mêlait pas forcément, il n'y avait pas tous les téléphones portables, mais quand on voit, par exemple, une intervention de police, en fait, c'est filmé, et ensuite, le policier peut être en garde à vue, comme par exemple avec
l'histoire du jeune Naël, où effectivement, là, vous deviez être irréprochable. Mais en fait, c'était presque en avance sur votre temps parce que maintenant, oui, mais tout est scruté, tout est jugé. Vous pouvez être, on peut vous reprocher beaucoup de choses. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que je me disais que la vision que l'on pouvait avoir à travers le prisme médiatique, puisque dans le fond, quand on vous parle de l'opinion publique, faut pas se leurrer. L'opinion publique, ce que l'on en dit, d'abord, personne ne la connaît, moi je l'ai jamais rencontrée, mais elle se fait à travers la perception qu'ont les gens du prisme incontournable dans un pays démocratique qu'est la presse. Oui. Donc il est sûr qu'il y a deux approches. Il y a l'approche qui, pour moi, elle était plus au niveau de l'éthique, mais également, je ne vous le cache pas, et vous avez raison de le souligner, au niveau de l'image que l'on voulait transmettre, pour pas que du jour au lendemain, les politiques qui n'ont pas toujours le courage qu'il faudrait aient plus peur de l'analyse du résultat et de la manière dont on l'avait fait que de la nécessité de notre existence. Donc ce combat, au moins à la tête de mon unité pendant 10 ans, on l'a mené, je pense, avec un certain succès. Et bien évidemment, comme l'esprit du groupe a perduré, et ce dont je suis très fier, 50 ans après, c'est toujours le même esprit qui règne au GIGN, et du coup, plus personne ne peut contester le mode opératoire. Alors, j'ai pris des petites photos d'archives pour repasser en revue les grandes opérations du GIGN. Et la première, c'est celle-ci. C'est Équevilly. Équevilly, exactement. Voilà. C'est pas un test, c'est pas un quiz, mais... Donc là, à ce moment-là, le groupe est créé est opérationnel, comme vous m'avez précisé, depuis 9 jours. 9 jours, oui. Et vous vous retrouvez sur votre première opération. Qu'est-ce qui s'est passé à Équevilly ? Eh bien, malheureusement, à Équevilly, ce qu'on appelle un forcené, les drames familiaux que malheureusement on connaît régulièrement, un forcené s'était retranché après avoir déjà tué 2 personnes à côté de chez lui, et on pensait qu'il y avait encore 2 otages, sa maîtresse et le fils de sa maîtresse. On a négocié, nous on a dû arriver à 20h le soir, mais on n'était pas très connus. Donc, entre le procureur, le préfet, les autorités sur place... Il faut avoir l'autorisation d'y aller. Faire comprendre qu'il fallait y aller. Essayer de négocier avec Dos Santos, je crois que c'était son nom. C'était très compliqué. On a réussi à le faire. Et puis le matin, on n'entendait plus beaucoup de bruit. On n'avait jamais entendu, il faut le dire, pendant la nuit, nous... On n'avait jamais entendu ni la voix de la femme, ni la voix de l'enfant, ce qui devait avoir 10 ans, il me semble. Et bien évidemment, j'ai réussi à convaincre les autorités et l'officier qui m'accompagnait aussi, puisqu'il y avait un officier de gendarmerie au-dessus de moi qui était sur le terrain. On a réussi à les convaincre qu'il fallait y aller parce que... manifestement, en dehors de Dos Santos qui parlait, on avait le sentiment que les otages peut-être étaient blessés ou suffisamment traumatisés pour qu'il soit nécessaire d'intervenir rapidement. Et malheureusement, quand on est allé, comme on dit, à l'assaut, on a entendu un coup de feu pendant le moment où on intervenait, et Dos Santos, on l'a retrouvé allongé à côté de sa maîtresse, et l'enfant était tué sous une table. Voilà. Ça a été un drame absolu pour nous parce qu'on était persuadés que si on était intervenu plus tôt, puisqu'on avait la certitude là qu'au moment où nous nous sommes arrivés, déjà l'irréparable avait été commis. Oui, parce que vous n'entendiez pas de bruit. Non, on n'entendait pas de bruit. Oui, donc c'est ça, oui. Ouais. Mais on avait espéré jusqu'au bout que peut-être on pourrait les sauver, et se retrouver dans cette situation a amené la certitude qu'il était indispensable que l'on soit connu pour que les autorités aient confiance et nous fassent... Que les démarches soient plus simples. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'était en 74. Et là, vous avez l'opération de Djibouti. Oui. En 1976. Ça, c'est pas forcément connu parce que comme on dit que le GIGN, c'est la gendarmerie nationale, on a du mal à imaginer que vous puissiez être envoyé à Djibouti pour une opération. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors, Djibouti, à l'époque, était un territoire français.
Oui. qui était à deux doigts d'être êtes, un territoire indépendant, puisqu'il y a un référendum qui devait avoir lieu. Mais ce référendum ne plaisait pas à un pays qui est à côté, qui s'appelle la Somalie, laquelle Somalie, on est en pleine période de la guerre froide, était sous influence soviétique. Les soviétiques étaient déjà présents. Pourquoi ? Parce que les soviétiques détenaient Aden en face, au Yémen, puisqu'on est juste Djibouti, c'est un détroit avant la mer Rouge. Et ce détroit, il a une importance stratégique monstrueuse, puisque c'est la voie pour le canal de Suez. Et en soutenant la Somalie, en faisant en sorte que la Somalie revendique la propriété du territoire des Afars et des Issa, donc le territoire de Djibouti, les Soviétiques pouvaient, à travers un commando qui s'appelait le Front de Libération de la Côte des Somalies, vous voyez, ce commando, à travers une opération sur des enfants français, puisque c'était des enfants qui étaient des enfants de militaires français, puisqu'on avait une base très importante que nous avons toujours dans le cadre des accords avec le territoire de Djibouti, l'État de Djibouti, qui était très importante, et il y avait des cartes scolaires. Donc le Front de Libération de la Côte des Somalies, qui s'était livré à une série d'attentats dans un premier temps, a considéré que la pression exercée sur le gouvernement français en prenant des enfants en otage serait la plus forte. Un peu toujours dans l'esprit qu'on évoquait tout à l'heure sur l'intérêt de la prise d'otage ouverte. Et ils ont détourné un bus scolaire le 3 février à 7h du matin, lequel bus scolaire amenait les enfants dans les différentes écoles, d'abord pour ceux qui étaient en cours moyen, cours élémentaire, et puis ceux qui allaient au collège. Sauf que c'est après la séparation des collégiens que le commando est monté à l'intérieur du bus et a détourné le bus. Quand on m'a prévenu... Donc... Alors vous étiez donc en métropole à ce moment-là ? Oui. Et vous étiez toujours... vous étiez combien là au GIGN, pour savoir ? À l'époque, en 76, on était 30 au GIGN. 30, ok. Ouais. Et ils se sont dit, on va envoyer des gars du GIGN à Djibouti, avec le temps qu'il faut pour y aller. Oui. Parce qu'il y avait personne sur place qui aurait pu faire cette opération comme vous l'avez fait. Il y avait la Légion, mais comme c'est une zone désertique, oui. Le bus avait été stoppé. Au départ, on pensait qu'il était stoppé en ville, mais peu importe. C'était désertique, mais pour les légionnaires, devoir tirer sur des preneurs d'otages qui se trouvaient dans le bus des enfants, ils ont dit on ne sait pas faire. Ils savent faire la guerre. Ouais, alors pourtant, c'était, oui, parce qu'on imagine beaucoup plus une opération géopolitique. On est entre le bus, surtout en fait, à une frontière, presque à une frontière. Oui, mais pas côté somalien. Oui, non, côté territoire français quand même, sinon vous ne serez pas intervenu, j'imagine. Juste devant la barrière. Et pourtant, les légions qui étaient là-bas connaissaient beaucoup plus le terrain. Enfin, c'est quand même assez étonnant la démarche de se dire on va envoyer le GIGN qui est quand même habitué plutôt à travailler en métropole dans un terrain qu'il ne connaît pas du tout, désertique, vous le disiez. Et ils ont eu confiance en se disant ils vont se débrouiller parce qu'ils sont entraînés, vous êtes entraînés en fait à toutes les situations, que ce soit désertique et surtout, ou glacial. À un mode de tir auquel personne n'avait pensé, c'est ce qu'on appelle le tir simultané. D'accord. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle la prise d'otages multiple avec plusieurs preneurs d'otages. Si la négociation ne fonctionne pas et vu où elle en était, on était sûr que la négociation ne fonctionnerait pas. Il faut pouvoir éliminer tous les preneurs d'otages, les neutraliser. C'est pas qu'une litote, dans la même seconde. Or ça, personne ne savait le faire. Et nous, on l'avait développé depuis le début, du fait de l'échec des Allemands. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait inventer un tir qui permettait, au moment où on le décide, et on le décide au moment où chaque tireur a son objectif et est sûr de le toucher sans toucher les otages, d'effectuer le tir en une fraction de seconde. Alors, dans le code de tir, on dit 0. Chaque tireur compte dans sa tête 333, c'est une seconde, 333, 333, 333, 3 secondes. Et à ce moment-là, ils tirent sans qu'on leur donne l'ordre. Parce que quand vous donnez un ordre de tir, vous dites feu, comme dans les films, vous voyez, vous pouvez créer
même à celui qui s'y attend, un effet de surprise, ce qu'on appelle un coup de doigt au niveau de la queue de détente, et le résultat n'est pas parfait. Comme là, vous risquez de devoir tirer avec un otage à quelques centimètres, disons 10 centimètres de l'objectif que vous voulez toucher, vous ne pouvez pas vous permettre que soit le tireur soit déstabilisé. Oui. Alors, on ne parle même pas du niveau d'entraînement, sinon il ne faut pas le faire. Hein. Oui. Donc, vous êtes sûr que votre tireur est capable de toucher cette tasse à café à 200 mètres, mais il faut surtout qu'il ne soit pas surpris, puisque un tireur, c'est un peu comme dans toute compétition. Le tir simultané, c'est si vous avez 5 tireurs, c'est 5 compétitions. 5 tireurs qui doivent toucher. Même, vous voyez, par exemple, si vous regardez le biathlon, alors que le tir au biathlon se fait avec des bosquettes qui sont des munitions, qui ne font pas beaucoup de bruit, le tir de celui qui est à côté peut troubler. Oui. On le voit. Parfois, ils attendent que le premier tir... parce que le tir peut troubler, et ce n'est pas la déflagration. Voilà. Ouais. On a été mis en place à 6 heures. On s'est mis en place, après bien des péripéties, à 6 heures du matin, juste au lever du soleil. J'avais fait avant une reconnaissance par la mer. Et contrairement à ce qu'on nous avait dit, on nous avait dit qu'il y avait 3 preneurs d'otages. Donc j'avais amené 6 fusils, en disant qu'il y aurait 2 fusils par preneur d'otages pour faire ce qu'on appelle un tir doublé. Mais malheureusement, ils se sont quand on a débarqué, on nous a dit qu'ils étaient 4. Et puis, au moment d'intervenir, parce que le temps que nous ayons l'ordre, on s'est mis en place, comme je vous l'ai dit, à 6 heures du matin, le temps que nous ayons l'ordre, que le président décide qu'on pouvait tirer, avec une contrainte, on nous avait dit qu'il faut qu'un preneur d'otage à l'intérieur du bus, mais déjà comme ils étaient 4, ce qu'on nous avait annoncé en arrivant, on n'avait pas il était très difficile d'obtenir l'équation qui permettait de tirer selon les contraintes imposées par le président de la République. Et petit à petit, d'autres preneurs d'otages sont arrivés. Et on s'est retrouvés à 15h, au moment où j'ai pris la décision, 15h40, le moment où j'ai pris la décision de tirer, on avait 8 preneurs d'otages en tout, 5 dans le bus, enfin 3 dedans et 2 à l'extérieur, 2 dans le poste frontière qui se trouvait juste à côté, à 40 mètres. Et on était, nous, à 200 mètres. Ouais, c'est ce que j'ai vous demandé. Dans cette zone désertique. Et vous étiez combien ? J'avais 6 tireurs, ce qu'on appelle 2 conducteurs de tir, qui, le cas échéant, peuvent donner une information s'il y a des problèmes de radio. Et puis, moi qui étais celui qui commandait le tir. Et donc là, vous êtes 6 contre 8. Donc si vous faites un tir simultané, il en reste. Au moment où on fait le tir, ils sont que 5. D'accord, ok. Oui. Voilà, je pensais qu'ils étaient devenus 8. Non. Je me dis, là, c'est compliqué. Oui, ils sont devenus 8, mais ils tournaient. D'accord. C'est pour ça qu'on n'avait pas l'équation que nous demandait M. Giscard d'Estaing, qui était impossible, c'est-à-dire déjà en avoir qu'un dans le bus. Oui. Donc j'ai accepté de tirer parce que mes hommes ont dit qu'ils pouvaient le faire. Donc on a tiré à 15h43. Il y en avait 3 à l'intérieur du bus, au milieu des enfants, un devant, un au milieu et un à l'arrière du bus, et 2 à l'extérieur, un devant le bus, sur une petite caisse, et l'autre sur le marchepied avant droit du bus. Voilà. Donc au moment où je dis 0, voilà. 333, 333, 333, boum, on n'entend qu'un seul coup de feu, et les 5 objectifs tombent. Sauf que il y avait 2 sections de Somaliens qui étaient du côté somalien, donc à quelques mètres du bus, puisque c'était devant la barrière. Et on nous avait certifié que la Somalie n'interviendrait pas, parce qu'à ce moment-là, juste après le tir, la Légion nous rejoignait. Ils se trouvaient dans une palmeraie qui était en gros 200-300 mètres derrière nous, et ils devaient nous rejoindre pour nous flancarder, c'est-à-dire assurer un appui sur la gauche, 2 sections, une contre nous et l'autre sur la plage pour contourner l'objectif. Et par la piste, puisque c'était une piste, un chemin, c'est pas une route comme on l'imagine, hein, c'est du sable, par la piste des automitrailleuses légères de la DBLE, division blindée légère de la Légion étrangère, la DBLE qui devait arriver, elle, par la route. Sauf qu'au moment où nous avons tiré, l'armée somalienne, qui avait 2 sections en face de nous, et en particulier une mitrailleuse,
MG42 qui tire 1200 coups minute. Donc vous voyez un petit peu ce que ça fait au niveau de la cadence de tir. A pris à partie dans la direction de la Palmeraie, qui était derrière nous. Parce que nous, on était au ras du sol, ils ne nous ont pas vus. Mais ils ont bien vu que les 5 terroristes étaient éliminés. Et cette mitrailleuse tirant pendant 2 minutes, personne ne pouvait bouger. La Légion ne pouvait pas bouger. Et puis elle s'est enrayée. Cette saleté s'est enrayée. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on m'avait interdit. J'ai dit, vous tirez sur tout ce qui porte une arme. Et nous avons tiré, parce que la Légion était trop loin pour tirer. Ils avaient ce qu'on appelle les MAC 49, des pistolets mitrailleurs qui ne pouvaient pas toucher. Eux, ils étaient à plus de 300 mètres. Ils ne pouvaient pas toucher. Donc, il n'y a que nous qui pouvions faire de stopper l'action militaire de ces 2 sections de Somaliens. On a éliminé plus de 20 Somaliens, ce qui ensuite m'amènera à devoir m'expliquer à l'ONU. Parce que la Somalie a prétendu que c'était une agression française. Au bout de le temps que le tir en face s'arrête et que nous puissions progresser avec la Légion, 2 de mes hommes sont partis devant, en courant, en me disant « appuyez-nous, il faut absolument aller sur les enfants, ils risquent de revenir ». Et au moment où ils sont arrivés, au moment où on les appuyait, on a pu en tirer 2 autres, puisque je savais qu'il y en avait 8. 2 autres qui étaient sur le balcon, parce qu'il y avait un escalier avec un balcon du poste somalien. On a pu les éliminer, donc protéger mes 2 gars qui étaient 50 mètres devant nous. Et quand ils sont arrivés sur le bus, ils ont été pris à partie par le 8e qu'on n'avait pas vu remonter à l'intérieur du bus et qui, pour garantir sa protection, avait pris un enfant dans les bras. Et quand un de mes hommes est monté par la porte avant droite, avec un caporal de la Légion qui, lui, se trouvait là, alors que normalement, il faisait que l'appui, mais il avait décidé d'y aller aussi, au moment où ils sont rentrés dans le bus, le preneur d'otage leur a tiré en tenant l'enfant dessus, avec cette arme d'assaut, qui, tenue d'une main, n'était pas précise, et malheureusement, nous a touché de petite. Elle a blessé beaucoup le chauffeur. Cette rafale meurtrière a blessé le chauffeur, a blessé 3 enfants, et malheureusement nous a touché mortellement Nadine et Valérie. Et justement, comment a été considérée cette opération ? Est-ce que c'était une opération réussie ? Dans le monde entier, tout le monde a considéré que, compte tenu du contexte, le nombre de preneurs d'otages, les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, puisqu'il ne faut pas oublier que vous me rappeliez tout à l'heure ce délai, j'étais mis en alerte à 15h le 3, on a pris l'avion, j'étais mis en alerte, à 11h le 3, on est monté dans l'avion à 15h, et on est arrivé à minuit à Djibouti. Le temps de se mettre en place, de faire le chemin, les 14 km qui nous séparaient de Djibouti, dans des conditions difficiles du fait qu'on se déplaçait la nuit, avec 2 accidents en cours du déplacement. Donc on a roulé à 2-3 km/h, malgré les véhicules. On s'est mis en place à 6h du matin et on a été intervenu à 15h. Et on a répété le code de tir depuis 9h du matin jusqu'à 15h40. Donc ça fait 6 heures sous le soleil, un soleil de plomb, alors qu'on n'avait pas mangé et bu depuis la veille. Et comme je n'avais pas imaginé qu'on serait dans le désert, bien évidemment, on n'avait pas de casquette, on n'avait pas d'eau. Oui, c'était ça l'anecdote que j'ai vue, c'est que vous êtes arrivé, vous étiez avec vos tenues noires, c'était ça ? Oui, c'est les tenues d'intervention. Et là, on vous dit, ah non, pas du noir dans le désert, ça ne marche pas. Ça, vous serez vu comme le nez au milieu de la figure. Donc on nous a mis des treillis un peu... on a pris ce qu'il y avait, oui, voilà. On s'est retrouvé en treillis, et puis... et j'avais... Alors, pour répondre à votre question... Dans le monde entier, ça a été considéré comme un succès. Mais pour nous, et en particulier pour moi, qui ai donné l'ordre de tir, j'ai toujours sur le cœur le fait de ne pas avoir pu ramener tous les enfants aux parents, puisque c'était l'objectif.
Mais les conditions étaient tellement difficiles, tout le monde me dit, mais vous ne pouviez pas et tout. Mais malheureusement, depuis de ce 4 février 76, je me refais le film de l'opération en me disant comment on aurait pu faire. Et j'ai calculé, puisque le type est monté dans le bus, le temps de faire puisqu'il a tiré sa rafale depuis le milieu du bus, il nous a manqué 10 secondes. Et on se dit qu'on est resté dans ce foutu désert pendant des heures, et qu'on a attendu le moment favorable pendant plus de 6 heures, et qu'au bout du compte, il nous aura manqué 10 secondes parce que la Somalie n'a pas respecté ses engagements, parce qu'une mitrailleuse nous a tiré dessus, et parce que, humainement, personne monte à l'assaut d'une mitrailleuse qui tire 200 coups minutes. C'est pas possible. Oui. Opération suivante. C'est en Nouvelle-Calédonie, UVA, en 88. Donc, c'est des indépendantistes qui prennent en otage, qui font une prise d'otage. Et à ce moment-là, le commandant du GIGN essaie des négociations. Et finalement, l'assaut est demandé par le Premier ministre à ce moment-là, qui était donc Chirac. Est-ce que, justement, Djibouti, c'était un peu ça aussi? Est-ce que... c'est très lié aux politiques, les opérations. Est-ce que c'est difficile dans une opération d'avoir justement ce temps de réflexion, que ça remonte jusque là-haut, qu'ensuite vous opériez? Est-ce que parfois c'est difficile parce que vous êtes sur le terrain et donc eux n'ont pas forcément pris en compte toutes les conditions? Est-ce qu'il y a un peu parfois est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a certaines opérations où c'est compliqué de se positionner par rapport à tout ça, parce qu'il y a les ordres et puis il y a sauver des vies, votre code d'éthique. Vous avez tout à fait raison, et je crois que l'honneur de nos officiers, c'est bien sûr de respecter, il faut savoir obéir, ce que je n'ai pas fait à Djibouti, je vous le rappelle, puisqu'on m'avait donné l'ordre de tirer qu'avec un seul tireur, mais comme on m'avait dit qu'un seul preneur d'otage, mais comme on m'avait dit que c'était les négociations, qu'un enfant serait égorgé à partir de 17 heures, je savais qu'ils étaient capables de le faire pour pousser la France à accepter. Mais là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, l'officier qui commande décide des conditions d'une intervention qui devait se faire à une certaine heure, un certain jour. Et c'est là où les politiques n'ont pas respecté leur engagement. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il avait été dit que ça se ferait à une certaine date. Et on a décalé l'opération de 24 heures. Et les conditions n'étaient plus requises. Et le fait d'avoir mis en place son dispositif pour à la fois le GIGN, mais le 11e choc qui appuyait le GIGN, a fait que les preneurs d'otages, qui au moment où la décision a été décidée, la FLNKS, des Kanaks, donc, ont su qu'il y avait des mouvements, et ils ont eu des renforts. Donc ce décalage de 24 heures de l'opération pour libérer à ce moment-là, avec une analyse qui était quand même pas très pertinente, considérant que la libération de 2 otages français du Liban aurait plus d'importance que la libération des gendarmes qui avaient été pris en otage, on a priorisé la libération des otages du Liban, sans le dire dans un premier temps à celui qui commandait l'opération. On lui a simplement dit « vous ne faites plus l'opération ». Et l'opération devait être... Vous ne faites plus l'opération, c'est-à-dire vous ferez l'opération demain. D'accord, c'est ça. C'est pas vous ne faites plus du tout. Non. Okay, d'accord. Parce que ça a été repoussé par cette histoire du Liban. Voilà. D'accord, c'est ça. Ce qui n'était pas prévu au départ. D'accord. Donc, au moment où avait été prévue l'opération, toutes les conditions météorologiques étaient favorables. Il y avait, je crois, que 12 Kanaks retranchés. Alors qu'au moment, le lendemain, 24 heures après, il faisait grand beau, alors que la veille, il pleuvait, qu'il y avait une brume, et que donc l'effet de surprise, qui est essentiel dans nos opérations... Oui, parce que ça se passe dans une grotte, la prise d'otage. Oui, ça se passe dans une grotte, et surtout dans une forêt vierge, hein, donc, avec des problèmes de progression et tout. Sauf que quand vous avez beaucoup de lumière, qui fait un soleil éclatant, et surtout que prévenu de votre arrivée, le commando auquel vous êtes opposé, ils sont plus 12, mais une trentaine,
on n'est plus dans la même situation, et malheureusement, ça a tourné au drame. Le général qui commandait aurait dû dire non, je ne peux pas reporter. On connaissait la météo du lendemain, hein. Même à cette époque, on sait, on est quoi, en 88, on sait ce qui va se passer le lendemain. Donc on savait que la météo ne serait pas favorable, on savait qu'il n'y avait plus l'effet de surprise, donc on savait qu'on allait à l'affrontement, et aller à l'affrontement, c'était forcément avoir plus de morts. Et alors comment s'est passé et comment s'est terminée cette opération ? Elle s'est terminée douloureusement, puisque il y a eu des blessés, des tués, dans un nombre qui n'était pas acceptable à l'époque et qui ne serait pas acceptable aujourd'hui, puisque le commando, je crois qu'il y a eu 13 ou 14, peut-être plus 15 morts, je crois, plus les blessés au GIGN, plus un mort au 11e choc. Donc tout ça, c'était la guerre. On n'était plus du tout dans ce que l'on aurait souhaité, c'est-à-dire une libération d'otages avec une unité spécialisée et l'appui d'une autre unité 11e choc, et dans des conditions qui auraient permis que justement il n'y ait pas ce bain de sang. Moi, je ne te commandais pas l'opération, je ne peux pas me mettre à la place de celui qui a commandé. Une chose est sûre, c'est que moi, je n'aurais pas accepté le report. Moi, je vous le dis tout de suite. Et cette opération... Mais je n'y étais pas, c'est facile. Oui, non, mais c'est toujours plus facile, évidemment, moi non plus. Quand vous disiez que la libération des otages au Liban était un coup politique, mais juste derrière, il y a cette opération qui est quand même douloureuse. Est-ce que ça a terni un peu l'opération du Liban ? Est-ce que ça a fait plus de bruit ou pas que le Liban ? Est-ce que là, on s'est dit, finalement... ils contrôlent rien là-haut, ils ont fait une bêtise. Non, mais je pense que c'est toujours des idées tordues d'imaginer qu'un événement va permettre entre les deux tours des élections de faire pencher la balance de l'électeur d'un côté ou de l'autre. Ça s'était passé un peu pareil entre les deux tours des élections en 81, puisqu'il y avait un détournement d'avion du Touquet. Voilà, vous connaissez bien le sujet. Et on m'a fait venir à la télévision en pensant que faire venir Zorro allait avoir un impact sur le citoyen avec cette formule traditionnelle des gens qui éteignaient avec les lanternes à une certaine époque. Dormez en paix, braves gens, on veille sur vous. Et tout ça, à chaque fois imbécile. À chaque fois, ça conduit... peut-être souvent au contraire de ce que l'on souhaite. On est là pour faire le travail. Les politiques sont là pour nous demander d'exécuter un travail qui correspond au rôle qu'ont les politiques, pas pour servir de caution à une réélection. Ça n'a pas de sens. L'affaire Mera, c'est pareil, hein, un peu pareil. On a l'impression que les erreurs se répètent. Hein. À chaque fois, on pense qu'on va réussir. On va aller au-delà du scrutin. Mais le citoyen, c'est pas un imbécile. Mais si bête que ça, oui, c'est souvent un peu le problème. Bon, je peux pas ne parler du GIGN sans parler de cette opération à Marseille, avec cette image très marquante. Alors, c'est l'opération emblématique du GIGN, d'abord, parce que l'opération en elle-même était compliquée, terrible. On avait fait d'autres opérations sur détournement d'avions avant, l'affaire Jacques Robert sur la Caravelle en 77, l'affaire des Croates, etc., où ils se sont rendus. Donc on avait une certaine expérience d'entraînement sur les avions, qu'on a débuté dès 1974, dès l'année opérationnelle que vous me rappeliez tout à l'heure, dès ce 1er mars fatidique. Et ces entraînements ont permis, à un moment où cet avion détourné par le GIA... Oui, alors est-ce vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Voilà, alors en fait, le GIGN était commandé par Denis Favier, il faut le rappeler, parce qu'un chef qui est à la tête de ses hommes, ça doit être souligné, et c'est le rôle au GIGN. Les officiers ont la même formation que les hommes, et sont à côté d'eux quand ils vont en opération. C'est Napoléon. Voilà, tout à fait. Merci de la comparaison. Donc cette opération, au moment où le GIGN doit intervenir, dans un premier temps, il pense intervenir alors que l'avion est stationné
dans une zone prévue à cet effet. Voilà. Dans chaque aéroport, il y a une zone pour faire en sorte qu'on puisse intervenir, qui est un taxiway, qui est un peu à part de la zone. Donc, on met cet avion à cet endroit. Sauf que cet avion venait d'Alger. L'avion venait d'Alger. Il voulait aller à Paris. Il voulait à Paris. Mais il devait refaire le plein. C'est ça. Et on ne voulait pas qu'il redécolle parce qu'on avait une information que peu de gens connaissent, c'est qu'en fait, il voulait écraser, à l'instar du 11 septembre 2001, il voulait écraser l'avion contre la Tour Eiffel. Et c'est l'information que nous avions. Donc, il ne fallait pas qu'il redécolle. Comme il n'y avait plus moyen de négocier, que vous savez qu'ils avaient déjà exécuté 2 personnes avant le décollage d'Alger, pour justement obliger la police algérienne à les laisser partir. Ils avaient été mis donc sur cette partie de l'aéroport et ils ont obligé le pilote à déplacer l'avion vers la tour de contrôle pour faire une pression sur les autorités françaises et faire le refueling qui leur était indispensable pour pouvoir redécoller. Et à ce moment-là, le GIGN qui était prêt pour l'intervention donc sur le taxiway éloigné de la tour de contrôle, on lui a dit il faut intervenir. Donc ils ont fait le pire qu'ils puissent se faire. C'est on appelle une opération dans la foulée, c'est-à-dire ne pas faire l'opération là où vous l'aviez prévu. Ouais. Donc se déplacer derrière l'avion et faire l'opération dès que l'avion s'arrêterait. C'est ce qui s'est passé. Ils ont suivi, sauf que la passerelle qui a avant droite, c'est ce qui explique ce garçon du groupe qui est accroché à la porte, la passerelle coinçait la porte avant droite. Donc il y avait plusieurs équipes, porte avant gauche. Il y en a une derrière, on la voit. Oui, absolument. Mais là, on voit que l'équipe avant droite. Et voyant que la passerelle bloquait, ils ont dit au gars, puisque c'est un pilote, quelqu'un qui conduit la passerelle, recule. Donc il a reculé. Oui, il a pu ouvrir la porte. Et là, ça fait quand même une dizaine de mètres. Oui. Donc il a sauté. Et sur l'image que l'on voit pas, après, on le voit remonter. LCI était là, a filmé cette opération qui a été longue puisque le GIGN a eu plusieurs blessés, mais il n'y a pas eu d'otages blessés. Et en particulier, l'équipage a réussi à s'en sortir alors ils étaient retranchés, le commando, dans le poste de pilotage. Et ça a duré une douzaine de minutes, ce qui est malgré tout très long. C'est long, ouais. Et comme ça a été filmé dans le monde entier, le GIGN, ce mois de décembre, a été, une fois de plus, mis en avant de la scène et a montré son niveau à la fois d'expertise au niveau de l'intervention, mais sa détermination au niveau des hommes. Parce qu'il faut vous dire quand même que quand vous avez... vous connaissez un avion, hein, donc il n'y a pas beaucoup de place. Non, c'est sûr. Donc vous êtes directement, pratiquement au contact des armes et des gens armés que vous devez éliminer. Voilà. Après, quelques témoignages disaient qu'ils avaient de la chance d'être tombés sur un avion Air France parce qu'ils connaissaient particulièrement bien les dispositions de l'avion. Alors, c'est vrai, c'est faux, parce qu'on s'entraîne sur tous les types d'avions. Hein. Donc on connaît tous les modèles d'avions. Et quand on ne connaît pas la configuration, on se fait donner par la compagnie les plans. Parce que chaque avion a une configuration spécifique. Voilà. Mais c'est vrai qu'on travaillait depuis longtemps, d'ailleurs. Le GIGN travaillait directement avec Airbus. Chaque fois qu'un nouvel Airbus sort, il y a un schéma d'intervention qui est validé par le groupe et qui est fait avec Airbus. Alors, vous parliez de l'international, enfin des autres pays qui avaient vu ces images et ça avait un peu retenti. Justement, le GIGN a inspiré d'autres groupes, d'autres unités spécialisées comme ça dans le monde. Il y a des équivalents GIGN ? Absolument. Et ça a commencé après Djibouti. Toutes les unités du monde, puisque tout le monde s'est posé la réflexion de devoir se créer sa propre unité. Les Allemands, bien sûr, après
malheureusement Munich, mais ne serait-ce qu'en Europe, Cobra en Autriche, le GSG9 en Allemagne, je l'évoquais, Diane en Belgique, donc il y avait des groupes partout. Et on a commencé à faire des échanges entre unités. Sauf que les Américains n'avaient pas encore d'unité. En 1978, l'attaché militaire américain à Paris connaissait très bien le GIGN par un de ses camarades qui était à l'état-major de la gendarmerie. Est venu nous voir, nous entraîner, et il a dit aux Américains qui préparaient un groupe, qui s'appellera par la suite Delta, et un groupe au sein du FBI qui s'appelle le HRT, leur a dit, écoutez, il faut que vous veniez voir le GIGN. Ils ont déjà fait Djibouti, opération vous voulez, et on a formé les cadres, 4 cadres de chaque unité, 4 cadres du groupe Delta et 4 cadres du HRT. Et votre serviteur a été un des personnalités étrangères, avec le général Wegner qui commandait le GSG9, le général de la Billière qui commandait le 22e SAS anglais. On a été les 3 étrangers à valider, à faire partie de la commission de validation du groupe Delta. Une opération qui n'est pas connue. Les Allemands, les Américains s'étaient fait prendre en otage le général responsable de l'OTAN en Italie par les Brigades Rouges. Et on utilisait, nous, un gaz qu'on leur avait montré, mais qu'ils ne possédaient pas, qui était du CB en poudre, donc à une haute densité de saturation, qui crée tout de suite ce qu'on appelle une angoisse instantanée. Hein. C'est pas létal dans le temps de la ventilation, c'est-à-dire dans les 10 minutes, mais c'est très puissant. Et ils l'ont utilisé pour libérer. Ils sont venus, ils ne connaissaient pas le matériel. On a monté une voiture dans l'Hercules qui partait en Italie, et ils ont fait l'opération avec du matériel dont ils ont appris à se servir dans l'avion avec un de mes hommes. Voilà. Et ça a permis la libération de ce général. Eh bien, fierté française. Ça, c'est l'opération juste après, en 2015, juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Les frères Kouachi se retranchent dans une imprimerie à Dammartin en Gouelle. Et là, le GIGN est appelé parce qu'il y a une prise d'otage. Donc, il y a 2 salariés, il me semble, dans l'imprimerie. Oui. Certains avaient été délibérés, mais après, il restait... Il en restait un. Et un planqué, oui. qui était à côté. Voilà. C'est ça. Mais je pense que l'intervention était moins au sujet des otages, puisqu'il fallait que sur le fait qu'il fallait absolument arrêter les frères Kouachi, qui, eux, avaient décidé de ce qu'on appelle dans le terme militaire, dans le terme policier, suicide by cop. Donc, on va jusqu'au bout de son action, même si elle est imbécile, mais bon, aux criminels. Et on meurt dans leur esprit en héros par rapport à la cause. Et dans l'opération qui a été menée, qui est sûrement, depuis les frères Kouachi, le terrorisme a changé d'expression, malheureusement. On n'est plus dans ce type d'affrontement direct ou indirect s'il y a des otages. On est plus dans l'affrontement de 2 hommes qu'il faut interpeller parce que ce sont des assassins. Là, c'était après Charlie Hebdo, donc qui avait exécuté froidement à l'arme d'assaut un certain nombre de journalistes à Charlie. Donc il fallait les arrêter ou les neutraliser complètement. Et eux, là, il n'y avait plus de négociation possible. Non. Et quand ils ont su qu'ils étaient cernés par le GIGN, ils ont foncé sur les armes, et puis ils ont subi ce qu'ils souhaitaient. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans leur esprit en héros de la cause islamique. Alors justement, 2 points. Le premier, j'en ai pas parlé alors qu'il y a plusieurs exemples, sur la négociation. C'est vous qui vous avez des médiateurs dans le GIGN qui sont chargés de négocier avec les preneurs d'otages? Oui, tout à fait. Le but, c'est que la négociation, c'est à la fois ce qui est le mieux dans le cadre qu'on considère comme étant le plus beau dans l'exercice de notre mission, c'est-à-dire amener les gens qui sont retranchés, peu importe la cause, à se rendre,
faut déjà parler la même langue, ce qui n'est pas forcément évident dans ce genre d'affaires, surtout si c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mais donc, amener à travers la négociation à soit une reddition, soit des conditions dans une supposée acceptation de leurs revendications pour mettre en place un schéma tactique qui nous permette d'intervenir. Vous voyez, il y a deux aspects. Soit on obtient et en même temps, ça vous permet de connaître la détermination des gens qui sont en face de vous, de rentrer au sein de la crise et de comprendre à qui vous avez affaire, jusqu'où ils ne pourront pas aller, ou jusqu'où ils iront. Et cette négociation, au début, elle était du fait un peu empirique, mais avec un raisonnement que nous connaissions. Les gens qui se trouvent en face de nous sont en état d'exception. C'est-à-dire, un peu comme nous, l'adrénaline jouant, vous avez une résistance au temps, à la soif, à la faim, à tout ce que vous voulez, complètement exacerbée. Vous êtes dans un état d'exception et la réaction des gens en état d'exception, c'est pas la même que Monsieur Tout-le-Monde. Et ils retrouvent des réflexes qui remontent, je pense, à nos origines, à Cro-Magnon, dans nos chromosomes, parce que c'est presque animal. Et si vous y allez avec un raisonnement, qui est un raisonnement comme si on s'adressait à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bien, vous ne rentrez pas dans le monde où la logique, fût-elle complètement débile, dans la logique de celui qui vous est opposé. Et un élément que peu de gens savent, c'est que au moment où vous faites une prise d'otage, ceux qui la font, ils ont un problème en eux. C'est-à-dire qu'ils sont tous suicidaires. 99,9% de ces gens-là sont suicidaires. Pourquoi ? Simplement parce que pour faire des choses comme cela, déjà, il ne faut pas être normal. Il n'y a pas simplement la cause qui vous amène à ça. Regardez ce qui s'est passé le 11 septembre avec les différents commandos qui étaient dans l'avion. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Or, moi, qui ai formé les hommes, et mes successeurs qui formons les hommes les plus opérationnels, on n'a pas des suicidaires. Oui. On a des gens... Prêts à mourir mais pas... Vous ne voulez pas mourir. Prêts à mourir, mais si on leur dit, pour réussir, il faut que toi tu tombes, non, ça ne marche pas. Il faut avoir une chance de s'en sortir. Et donc, ces tempéraments suicidaires, qu'on a tendance à oublier ou pas à expliciter, font qu'il faut se mettre dans le fonctionnement du suicidaire. Le suicidaire, il a un mépris de sa propre vie. Et c'est la cause qui transcende sa propre vie. Aller dans un endroit avec une ceinture d'explosifs et se faire sauter, il faut quand même avoir quelque chose que peu de gens ont, heureusement. Et sur Dammartin en Gouel, il y avait que le GIGN qui avait été déployé pour... Oui. Voilà, et après, il y avait le RAID et la BRI qui étaient sur d'autres opérations. D'autres opérations. Et donc, à ce moment-là, pour revenir sur la BRI et le RAID, quelle est la différence entre le GIGN, la BRI, le RAID ? Quelles sont les missions qui sont associées à chacun ? Sur une opération comme ça, qui on appelle, dans quel cadre ? Comment c'est organisé tout ça ? Alors, chaque unité a sa spécificité. Le GIGN a un entraînement qui est différent de celui du RAID, et encore plus de la BRI, puisque la BRI, au départ, elle est plutôt orientée sur le combatisme, sur les arrestations difficiles, avec une extension de sa mission, qui est la prise d'otage éventuelle ou l'arrestation de terroristes qui seraient en situation, après avoir, par exemple, commis un méfait, qui se retranchent et qu'il faut aller chercher. Voilà. Donc, cette réduction, cette résistance qui est spécifique, est opposée, a amené chaque unité, donc au sein de la police pour le RAID et la BRI, et la gendarmerie à spécifier, faire des unités spécifiques. Sauf que la gendarmerie, elle a un cadre militaire qui amène à la fois au niveau de la formation de l'encadrement, et en particulier des officiers, de ceux qui commandent, à avoir le même cheminement, un lieutenant au GIGN, quand il arrive, parce qu'il est volontaire pour aller au GIGN, quand il arrive, on lui enlève ses galons, et on lui dit, vous êtes
un opérationnel comme les autres. Donc il a la même formation que les sous-officiers. Ce qui amène, du fait de la militarité, un lien complètement différent au niveau opérationnel. Au moment où ils commandent, ils connaissent toutes les arcanes du métier, tous les niveaux du métier, puisqu'ils ont eu le rôle d'exécutant pour leur formation. Ça crée un lien différent et le GIGN a cette spécificité militaire qui amène à une disponibilité différente, plus grande. D'abord parce qu'il loge sur place, ce qui n'est pas le cas du RAID ou de la BRI, qui sont obligés de faire des alertes, bien sûr, mais en ayant des disponibilités de personnel différentes. Ce qui a amené le retard que l'on a tous constaté pour l'affaire du Bataclan, puisqu'il avait été décidé pour des raisons de compétences territoriales, vous me posiez la question, de la répartition en gros des missions, ce que je n'ai pas connu moi à mon époque, parce qu'il y avait une acceptation par le préfet de police en particulier, que le GIGN, dont on connaissait la spécificité, puisse prêter main forte à l'OCRB, à l'Office central de répression du banditisme, d'autres unités, avant que le RAID existe, puisque le RAID a été créé en 1985. D'ailleurs, les 12 premiers du RAID ont été entraînés au GIGN. Alors, sinon, après, au niveau de l'équipement, au niveau de la détermination, bon, on a des gens qui ont le sens du devoir et qui s'engagent tous de la même manière, hein, avec les risques que ça comporte. Cela dit, c'est vrai que la militarité amène, je pense, une disponibilité un peu différente. Voilà. Alors après le partage, surtout après l'affaire, l'affaire du Bataclan, ce partage des compétences, et c'est à ce moment-là que Denis Favier, qu'on évoquait tout à l'heure, était devenu directeur de la gendarmerie, avec M. Cazeneuve, avait dit à la suite, pour faire ce qu'on appelle un rétex, tirer des enseignements d'une opération, il est important qu'on ne mette plus en place les unités en fonction d'un choix qui serait un choix territorial, mais en fonction de la rapidité avec laquelle elles pourront se positionner. D'accord. En gros, avec un argument qui est l'argument qui a été mis en place. Premier arrivé, premier servi. Oui, voilà. Ça. Donc, les unités territoriales ont une formation qui est une formation qui a été définie, qui n'est pas au niveau du GIGN, mais presque. Et ensuite, ils ont des stages de recyclage au sein du GIGN, dans un centre d'entraînement, ce qui fait que l'ensemble des personnels sont pratiquement maintenant, depuis que cette mise à niveau a été demandée, sous le commandement du général Réty actuellement. C'est lui qui a mené à bien cette réforme, avec ce grand GIGN qui est appelé 3.0, faisant le parallèle avec l'informatique. Ce GIGN, il a mené à bien cette mise à niveau de ce qui était au départ des antennes de circonstances, qui existaient déjà à travers des petites missions, vous voyez, pareil, d'arrestation, et qui sont montées en puissance très rapidement à partir du moment où il y a eu un commandement central, où le but était de les amener à un niveau qui permettait de savoir jusqu'où ils pouvaient ne pas aller dans le cadre de leur intervention, de leur mission, avant que n'arrivât le GIGN central. D'accord. Et alors, dernière question, et après, je vais vous laisser tranquille. On va essayer d'aller un peu plus dans l'avenir, à savoir l'été prochain se tiennent les Jeux Olympiques de Paris. Quelles vont être les missions du GIGN? Est-ce qu'il va être appelé pour des missions de sécurité, de protection des athlètes ou je ne sais pas. Voilà. Quel est le dire? Alors, dans les missions de protection, le GIGN, tel qu'il s'appelle maintenant, a une part Protec, puisque vous le savez, GSPR est au sein du grand GIGN, la partie gendarmerie, puisqu'il y a deux parties, gendarmerie et police. Donc, cette Protec, elle s'arrête pas au GSPR. Il y a également une Protec qui se fait au niveau des personnalités menacées, qui permet au GIGN d'apporter, si par hasard telle personnalité est menacée, comme le fait d'ailleurs
le SPHP, la sécurité et de protection des hautes personnalités, de pouvoir mettre à disposition quelqu'un qui est menacé, qui a une menace sur lui, une protection. Mais également au niveau des ambassades. Parce que à l'étranger, on a des ambassades qui sont de l'extraterritorialité, donc dans lesquelles on peut être amené à intervenir et assurer la protection de l'ambassadeur ou des gens de l'ambassade, si par hasard il y a une prise d'otage, comme malheureusement ça s'est déjà passé. Ce qui fait que ces gens qui ont l'expertise de la protection sont en capacité de pouvoir apporter un concours au niveau des athlètes. Alors il y a une répartition qui a été faite, dans laquelle je ne rentrerai pas parce que je n'ai pas le détail, qui implique en gros de mémoire plus de 300 hommes appartenant au GIGN et ses différentes composantes, puisque n'oublie pas que l'idée du GIGN telle que vous l'aviez au départ de notre entretien a évolué à travers une autre unité qui s'appelait le GSIGN, dans lequel il y avait toutes ces composantes, mais qu'on a réunies ensuite sous un même nom. Mais avec un niveau de spécificité encore plus grand. Ce qui fait que le GIGN est impliqué à hauteur de plus de 300, je crois, de mémoire. Le RAID également, mais je n'ai pas les chiffres. Et la BRI pour Paris, puisque c'est... Oui. Là, on revient au territorial. Oui, c'est ça. Également. Ensuite, la répartition, elle a dû se faire, j'ai aucun doute là-dessus, par rapport à ceux qui ont le plus d'aptitude à faire un certain nombre de choses. Par exemple, les protections aériennes, les antidrones, tout ce qui est technologique. Le GIGN a un bureau de développement de toute lutte qui peut y avoir, qui peut être utile au niveau tactique, mais également de lutte pour anticiper. Par exemple, l'antidrone, c'est quelque chose qui est fondamental. Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a fait un bon tour de l'histoire du GIGN, qui a encore plein de choses à faire, d'ailleurs, parce qu'il y a du boulot pour l'été. Absolument, puis c'est normal que ce fut long, puisqu'il y a 50 ans à résumer c'est vrai que cette année, au cours de cet entretien. Et je vous en remercie de m'avoir donné la possibilité d'aller dans le détail, parce que je crois que pour les gens qui vous écoutent, ils ont envie de comprendre, et c'est important de pouvoir expliquer. Merci donc de l'avoir fait pour nous. Très bien.